Colonel Olivier Rafovitz, bonjour Bokertov. Bonjour. Alors, nous vous avons sollicité ce matin, tout d'abord pour revenir avec vous sur certaines réformes qu'est en train d'initier le chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi. Nous l'avons appris ce matin et je le citais dans le premier journal d'information, dans le cadre des réformes qu'il entend entreprendre. Eh bien, Aviv Kochavi a décidé de créer des unités, une unité par exemple qui rassemblerait, on va dire, plusieurs unités de l'armée israélienne, plusieurs armes de l'armée israélienne, comme l'artillerie, les fantassins, les blindés, les pilotes de l'armée de l'air et les renseignements militaires, et plusieurs réformes que le chef d'état-major a l'intention d'initier. Est-ce que c'est une nouvelle direction pour l'état-major et pour l'armée israélienne? C'est une nouvelle direction dont le renforcement du khir, de l'infanterie, oui, et des forces terrestres surtout. Mais ce que vous mentionnez, c'est en fait une nouvelle conception de Tsahal dans les prochaines années, qui est lancée donc par Kochavi sur 2 points. Un, c'est le fait de grouper des unités de combat sur le terrain pour être plus efficace, pour accroître l'efficacité, mais surtout pour accroître ce qu'on appelle la katlaniut, c'est-à-dire l'effet de destruction de l'ennemi en manœuvre de guerre. Et donc ces unités-là vont être des unités à la fois extrêmement mobiles, mais aussi extrêmement multiples. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'avoir 4 ou 5 brigades différentes qu'il faut assembler sur le terrain, mais une brigade qui est en elle-même un condensé extrêmement efficace des forces qu'il faut pour faire ce qu'on appelle Timrun Milchama, manœuvre de guerre sur le terrain de l'ennemi, et le détruire le plus vite et le plus fort possible. Voilà. C'est le résultat de l'expérience, on va dire, de ce qui s'est passé en particulier à Gaza ces dernières années? Entre autres, mais pas seulement. Et le deuxième point que vous ne mentionnez pas, enfin pas encore en tout cas, c'est le fait de la mise en place d'une nouvelle structure dont l'armée de l'air et les renseignements militaires. Non, pas seulement, excusez-moi, mais dans le fait qu'il y ait une unité qui se met en place pour l'innovation militaire. Aha. C'est-à-dire en fait que Kochavi, quelqu'un qui aujourd'hui va à la fois renforcer les forces terrestres, préparer l'armée donc à la guerre, mais également préparer des nouvelles unités pour l'avenir, c'est-à-dire en fait là où l'invention, la technologie nous donne à nous, Israéliens et Tsahal, ce qu'on appelle une valeur ajoutée extrêmement importante et une efficacité beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'au cours des dernières années, on était plutôt sur une orientation visant à favoriser l'armée de l'air, surtout lorsqu'il s'agit par exemple de bombarder des cibles contre le Hamas ou le Hezbollah même. Enfin, le Hezbollah c'est moins fréquent, mais surtout dans la bande de Gaza. Et là maintenant, Kochavi réajuste les choses et il prépare l'armée autrement, on va dire. Vous avez raison, il y a en fait quelque part une nouvelle conception de réinventer et de réaffirmer l'importance fondamentale de l'infanterie, des forces terrestres dans les manœuvres de combat et de guerre pour gagner la guerre sur le terrain. Et c'est pas au détriment de l'armée de l'air, mais c'est vrai que pendant pas mal d'années, il y a eu à Tsahal mais dans d'autres armées du monde aussi une espèce de volonté de vouloir surtout rendre l'armée de l'air et les forces, on va dire, technologiques importantes en délaissant un petit peu les forces terrestres qui n'ont pas beaucoup bougé relativement depuis des dizaines d'années. Et là, aujourd'hui, il y a donc ce renouvellement, je dirais, réinventer en fait les forces terrestres qui restent aujourd'hui, on le sait, celles qui marquent la décision sur le terrain en temps de guerre. Et par rapport à Gaza, effectivement, c'est une des leçons apprises des combats et des actions passées. Alors, cela nous amène à essayer de revenir un peu sur le résultat des élections avec vous. Peut-être tout d'abord sous un prisme, on va dire, plutôt sécuritaire, parce que dites-nous un peu ce que vous pensez. Concernant ces élections, se sont déroulées quelques semaines après des vives tensions dans la bande de Gaza. Et puis, on hésitait, on ne savait pas si la position de Benyamin Netanyahou, qui avait été de temporer face au Hamas et d'essayer de trouver par tous les moyens un accord pour ne pas envenimer
est une situation problématique. On a l'impression qu'à travers le plébiscite de Binyamin Netanyahou, la victoire du Likoud, eh bien, c'est son approche, on va dire, modérée qu'il a emporté, alors que d'un autre côté, par exemple, Naftali Bennett, lui, avait prôné une approche plus militante, on va dire, plus va-t-en-guerre, plus ferme face au Hamas, et il n'a pas été élu. On sait que son parti n'a pas passé le seuil d'éligibilité. Et puis il y a aussi Lieberman qui, lui, a quand même créé la surprise avec aussi, il avait une approche plus militariste. Qui l'emporte à votre avis? Est-ce qu'on peut des élections déduire un avis sur la position de l'opinion publique israélienne à ce sujet? Écoutez, d'abord, celui qui l'emporte, c'est Netanyahou que ici je salue, et nous saluons tous ici pour cette victoire éclatante, avec, faut quand même le dire, avec des partis de droite qui ont déclaré ouvertement, tous ceux qui sont dans la coalition, qui sont avec Netanyahou. Donc c'était une victoire extrêmement importante de Netanyahou et de ses alliés, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient un peu moins. Mais ce qui est important dans votre question, c'est de quelle manière, en fait, Netanyahou, qui est maintenant le maître, qui met en jeu cette coalition, comment lui il voit la gestion du problème de Gaza. Alors, c'est vrai que ceux qui étaient contre lui disaient il est trop mou, il ne va pas jusqu'au bout, etc., etc. Mais en prenant un instant le but de l'action militaire, qu'est-ce que c'est que la guerre? La guerre, c'est l'utilisation de la violence, n'est-ce pas, de la force, pour obtenir des objectifs politiques. Oui. C'est ça la guerre. C'est-à-dire que quand on enlève, si vous voulez, les mots et qu'on enlève les émotions, la guerre, c'est l'utilisation de la force, de la violence pour obtenir des buts politiques. Or, qu'est-ce qu'a fait Netanyahou de manière, à mon avis, extrêmement intelligente et extrêmement sophistiquée? Il a tout d'abord renforcé de manière extrêmement importante les forces militaires autour de la bande de Gaza. Il a mis en place une structure militaire importante avec Kochavi, évidemment, au cas où il fallait passer à ce qu'on appelle donc à une manœuvre militaire, à un Timroun Karkaï, à une manœuvre terrestre contre le Hamas. Mais quelque part, il a calmé le jeu, il a fait entrer l'Égypte comme intermédiaire important. Et pour l'instant, on est dans une situation, si vous voulez, où le Hamas n'a pas un intérêt à entrer en conflit avec Israël et à entrer dans un conflit dans lequel, de toute façon, il perdrait et où Tzahal, à un moment donné, rentrerait ou devrait frapper très fort cette bande de Gaza. Donc, la stratégie de Netanyahou, en fait, a été payante parce que il n'a pas dit « je ne fais rien ». Il a dit « je le fais de manière différente ». Maintenant, ceux qui ont crié, comme Bennett entre autres, donnez-moi les clés du gouvernement ou de l'armée, et je ferai ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? C'était rentrer dans la bande de Gaza, perdre 200, 300, Chas Shalom, soldats, et puis rester, et puis ensuite le lendemain ou 2 jours après, s'occuper de gérer l'éducation, les égouts, l'eau, le gaz, l'essence des Gazaouis, encore une fois. Et ensuite, pour arriver à quoi? Pour arriver à encore une situation inextricable? Non. Je pense que Netanyahou, ici, a donné, d'ailleurs, c'est une voie qui a été tout à fait comprise et acceptée par l'ensemble des Israéliens. Il a donné, si vous voulez, la nouvelle manière de gérer cette bande de Gaza en menaçant par le bâton, mais sans que nous ayons eu, heureusement, à perdre aucun de nos soldats. Et sans atteinte à la force de dissuasion de l'armée israélienne? Absolument pas. Et ceux qui pensent que pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a... Je vais vous dire. Au nord, ça a l'air de marcher, mais au sud, on a l'impression que finalement le Hamas se joue d'Israël. Écoutez, si se jouait d'Israël, le Hamas, alors où nous parlions maintenant, nous ne pourrions pas parler, nous serions dans des abris, nous serions mobilisés, ok, ce qui n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que le Hamas n'a pas également sa manière de travailler au niveau de la guerre psychologique et la guerre des médias. Mais il faut dire aussi que quand la presse israélienne elle-même demande est-ce que la force de dissuasion d'Israël est en baisse, souvent en posant ces questions-là du matin au soir, on fait que cette question existe et commence à poser problème. Non, la force de dissuasion d'Israël existe, elle est extrêmement forte, extrêmement puissante. Ça, la première armée de la région, Israël est dans les 10 premières puissances du monde. C'est pas du tout une blague ni quelque chose qui nous renforce juste à nous personnellement. C'est une vérité militaire, sécuritaire et politique. Et donc nos ennemis le savent très bien.
Et c'est vrai que de temps en temps, ils essayent de nous vérifier et de voir ce que nous avons, entre guillemets, dans le ventre pour essayer d'avoir eux aussi des avantages politiques, puisqu'encore une fois, nous sommes dans une situation où on ne peut pas faire autrement, et l'a dit aussi Netanyahou. Il y a 2 millions de Gazaouis qui sont à Gaza. On peut pas les changer, ils sont là. Il y a des millions d'Arabes autour de nous, ils sont là, c'est la réalité. Maintenant, la réalité, c'est que l'État d'Israël est devenu, malgré les problématiques de sécurité, une puissance régionale incontournable. À un tel point que des pays arabes comme l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes du Golfe, évidemment Jordanie, Égypte, voient dans l'État d'Israël non pas seulement un État, non plus un État ennemi, mais un État allié. Oui. Objectivement parlant, c'est une chose extraordinaire qui se met en place. D'ailleurs, ça va être, si vous voulez, la continuation de cette situation. Elle va être exprimée par le plan Trump, ouais. par ce qu'on appelle le Iskatamea, comment on dit en français, le deal du siècle. Le deal du siècle. Le deal du siècle, si vous voulez, il va se fonder sur deux choses. Une chose qui est sur le plan politico-sécuritaire, mais une autre chose sur le plan économique et financier. Mais ces deux choses-là... Ça a été confirmé d'ailleurs ce matin par Jared Kushner qui a dit qu'il y aurait deux volets. Il y aurait un volet sécuritaire, un volet économique et un volet politique, pardon. Mais ces deux choses-là ne peuvent exister seulement à une condition. C'est que l'État d'Israël est une puissance militaire et politique incontournable. On ne peut pas faire un deal de cette ampleur-là avec un pays qui est faible. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans une situation, dans une conjoncture tout à fait particulière qui rend l'État d'Israël nettement plus puissant que ses adversaires et qui permet, on va dire, aux Américains de dire, attention, de dire, c'est le moment opportun pour régler le conflit israélo-palestinien. Justement, c'est là l'erreur. Ce n'est pas c'est pas le problème israélo-palestinien qui est important. Le problème israélo-palestinien est une petite partie. Ouais. La grande partie, c'est la résolution. C'est le contexte régional du conflit israélo-arabe. Que les pays arabes, les grands pays arabes, qui aujourd'hui comprennent l'importance d'Israël, vont, je vous le dis, c'est une chose qui va se faire, et sont déjà en train de le faire, vont reconnaître l'État d'Israël en tant qu'État juif dans la région ici. C'est quelque chose qui paraît aujourd'hui presque une normalité, mais c'est quelque chose qui est incroyable. Maintenant, ces pays-là qui vont demain reconnaître Israël n'auront aucun intérêt, aucune volonté à ce que les Palestiniens, qui sont un peu aujourd'hui les troublemakers de cette situation, dérangent ce rapprochement. Dérangent, et la base de ce rapprochement, elle est un Israël très puissant, et deux, une approche économique et financière qui va faire que on ne règle pas des problèmes parce qu'on donne des territoires et on a en échange des bouts de papier qui ne valent rien. On règle des problèmes comme on règle des problèmes dans une entreprise ou dans un pays qui a des problèmes sociaux par l'injection de fonds, par le développement économique et par la finance, qui fait que on peut aussi acheter par la finance des situations qui paraissent parfois inextricables. On le voit aujourd'hui, même si c'est pas encore terminé, entre les USA et la Corée du Nord. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on est loin de nos frontières, mais les accords entre la Corée du Nord et les USA, qui ont quand même fait que pour l'instant, il y a plus cette menace nucléaire qui était extrêmement présente il y a 2 ans, c'est le fait que les Américains disent on va commencer à injecter des milliards de dollars dans cette région du globe pour que, au lieu que ces pays-là essaient de montrer qu'ils sont forts par des essais nucléaires, comprennent qu'ils ont un intérêt énorme, financier et économique, à ce qu'il y ait la paix, en tout cas une certaine paix dans leur région. Et ce qui se passe là-bas, qui n'est pas encore fini, ça prend du temps tout ça, bien sûr, mais ce qui se passe là-bas se passe aujourd'hui ici. Et ça, c'est quelque chose qui est la prochaine étape de ce gouvernement-là. Alors justement, on a déjà parlé un peu d'un certain aspect de cette campagne électorale et des résultats des élections. Quel regard vous portez plus généralement, on va dire, en tant que citoyen de l'État d'Israël, pas seulement en tant que militaire ou que colonel d'armée israélienne, quel regard vous portez sur cette victoire de Binyamin Netanyahou, cette réélection, ce phénomène Netanyahou, sur l'échec, on va dire,
du centre-gauche qui pourtant avait à sa tête 3 anciens chefs d'état-major. Ça veut dire que finalement l'opinion publique israélienne comprend que les militaires, et ce n'est pas dirigé contre vous, hein, cette expression, les militaires ne sont pas automatiquement obligatoirement de bons hommes d'État ou de bons hommes politiques ou personnalités politiques. Écoutez, moi, voilà mon point de vue. C'est pas un point de vue en tant que militaire c'est un point de vue d'Israélien et de citoyen israélien. Et je l'ai dit dès le départ, j'avais des amis dans le parti de Gantz, des gens que je connais là-bas. Je connais très bien Benny Gantz de Tzahal, personnellement. Et ce sont des gens qui étaient aujourd'hui pas à la hauteur au niveau de la personnalité pour faire face Olivier. Si vous voulez, je m'excuse, pour faire face à Netanyahou qui a une très forte personnalité, qui a beaucoup de charisme. C'est pas le problème qu'ils aient été chef d'état-major ou pas. Le fait que ce sont des gens, à mon avis... C'est ce qui leur a donné leur lettre de prestige qui a permis, on va dire, qu'ils arrivent, par exemple, parce que finalement, même s'ils ont échoué, ils ont conduit un parti à 35 mandats, ce qui n'est pas rien. C'est pas un parti qu'ils ont conduit. Ils ont conduit une liste de 3 partis. Oui. Et c'est ça la grande différence. C'est que le Likoud, par exemple, est un parti avec une base. C'est un vrai parti. Oui. Et alors que eux, à part Lapid qui était à l'intérieur, il n'y avait pas de parti en tant que tel. Il y avait une structure, une liste. Vous dites qu'il n'y a pas d'idéologie qui rassemble tout le monde, à part le fait de ne pas vouloir Binyamin Netanyahou, c'est ça? Exactement. D'abord, il n'y a pas d'idéologie, parce que le programme était relativement vide, à part vouloir effectivement changer de leader. Mais vous savez, changer de leader ou changer tout court, c'est très bien, à condition que ce que vous mettez à la place est mieux. Or, les Israéliens, dans leur grand ensemble, n'ont pas vraiment compris que c'était mieux. Alors, à un moment donné, à Rocha Israéli, à Paris, comment dire, l'esprit israélien saint, a compris que ce que ces gens-là voulaient, c'est pas des gens méchants, c'est pas des gens nuls, mais c'est pas des gens qui étaient capables d'apporter une vraie alternative. Mm-hmm. Et si vous voulez, dans le passé d'Israël, on a eu des généraux qui ont montré, on a eu Ariel Sharon, on a eu Yitzhak Rabin, on a eu Moshe Dayan, on a eu Zechron Levracha, des gens extraordinaires qui étaient à la fois des héros d'Israël, mais aussi des hommes politiques avec une carrure internationale, une carrure d'hommes d'État. Est-ce que c'était le cas là? Je ne crois pas. Encore une fois, c'est un avis personnel. C'est pas du tout le fait que ces gens-là n'étaient pas des gens capables. Et être chef d'état-major aujourd'hui ne vous donne pas automatiquement les clés du gouvernement israélien. Ça vous donne beaucoup de prestige, beaucoup de force, beaucoup d'importance. Mais attention, Israël n'est plus aujourd'hui seulement un État qui fait la guerre. C'est aujourd'hui aussi un État qui lance des satellites dans l'espace, un État qui fait des relations avec des pays, avec des grandes puissances, qui doit parler avec Poutine et avec Trump, s'il le faut, par téléphone d'urgence. C'est un pays qui doit envoyer des messages à des pays étrangers pour essayer de calmer la situation. C'est un pays qui doit aussi montrer qu'il est capable parfois de ne pas faire la guerre, parce qu'il est suffisamment fort, et la diplomatie parfois de l'emporter sur le militaire. Donc l'Israélien, encore une fois, aujourd'hui, comprend qu'il faut un homme d'une trempe incroyable pour mener ce pays-là. Et je pense franchement que Netanyahou n'est pas arrivé de nouveau par hasard à ce poste-là. Je pense que ce qu'on appelle les partis religieux orthodoxes qui ont été entre guillemets décriés, critiqués par le centre-gauche et même par la gauche, jouent aujourd'hui un rôle très important, par exemple, parce que ils soutiennent justement le leadership et ce type de leadership-là. Et je crois que en se fondant, c'est mon avis personnel, en se fondant sur les sources de la Torah et les sources historiques du peuple juif, où chez nous on a de tout temps le Melech Israël qui est là, c'est un concept religieux, mais c'est aussi un concept politique. Je veux dire, Moshe Rabbeinu est un leader politique, c'est un chef de guerre. David Amelech est un chef de guerre en étant également un homme de la loi. Melech Shlomo aussi, mais ces gens-là sont un. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois on a affaire à un leader, Echad. Et là on avait affaire face à un homme, face à 2, 3 ou 4.
Et encore une fois, on ne peut pas diviser le leadership en deux ou en trois ou en quatre. Ouais. Le leadership, c'est unique. Et je ne vais pas vous faire à vous, Daniel, qui êtes vous-même bien implanté dans le domaine de la Torah et de l'étude, c'est que le Echad est central dans la vie juive, dans la conscience collective juive, et également dans la conscience collective israélienne. Et c'est ça qui a manqué dans ce leadership bicéphale, même à multiples phases du côté de Kachol Lavan, d'ailleurs, qui n'a pas réussi, qui n'a pas du tout réussi à arriver à ce qu'il voulait faire. Eh bien, colonel Olivier Rafovitz, voilà une belle conclusion pour votre intervention de parler d'unité de la nation. Mais je voudrais juste finir par une petite phrase. Non, parce qu'on n'a pas, on n'a pas le temps parce qu'on doit passer à la revue de la presse à 8h30 précise. Mais en tout cas, c'était une bonne fin d'intervention en perspective justement de la fête de Pessah. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, d'avoir été avec nous et on vous souhaite beaucoup de joie et une bonne fête de Pessah aussi. Merci. Aussi à vous tous. Voilà, shalom.